Bonjour à tous et bienvenue sur Electro School. Aujourd'hui, on va attaquer le deuxième e-tech. Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on utilise tous les jours, sans vraiment trop y penser. Non, je parle pas du café, mais je parle de ce qui va alimenter votre cafetière. Aujourd'hui, on va parler d'électricité, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Dans cette vidéo, on va démystifier tout ça. Pas besoin d'être Einstein pour comprendre. Promis, je vais essayer de faire quelque chose de simple, de succinct, mais d'efficace. On va voir d'où vient l'électricité, comment elle peut être produite, comment elle circule, et pourquoi une ampoule s'allume quand on appuie sur un interrupteur. Allez, branche-toi, c'est parti. L'électricité, c'est un mouvement d'électrons dans un matériau conducteur, comme un fil de cuivre ou comme un fil d'aluminium. Imagine ça comme de l'eau qui circule dans une rivière. L'eau, ce sont les électrons, et la rivière, ça va être le fil dans lequel circulent les électrons. Et ce qui pousse l'eau, ça va être la gravité, que nous allons pouvoir comparer à notre tension. Imaginez une source d'eau située à 230 mètres de hauteur. Alors le 230 mètres, il n'est pas là pour rien. Lorsque l'eau va descendre jusqu'au niveau de la mer, elle va parcourir une différence de hauteur de 230 mètres. Le niveau de la mer étant le niveau 0, et le niveau de la source étant à 230 mètres. Cette différence représente une forme d'énergie potentielle. Et en électricité, ça va être la même chose. C'est exactement le même principe. On parle alors de différence de potentiel. Entre la phase et le neutre, il y a 230 volts d'écart. Le neutre, ça va être le niveau de la mer, lui, il est à 0, et la phase, elle, est à 230 volts, comme si elle était perchée à 230 mètres d'altitude. Maintenant, parlons du courant qui circule dans cette rivière. Imaginez que votre rivière fasse 1 mètre de large. Vous pourrez la traverser facilement, ce qui veut dire que le courant est généralement faible. Mais si cette rivière devient aussi large que la Seine, c'est-à-dire entre 2 et 300 mètres à certains endroits, vous imaginez que l'intensité du courant est beaucoup plus importante. Ça devient tout de suite beaucoup plus risqué de s'y baigner. Ça commence mal. J'y suis, Alexis. Allez. Ah, le bonheur. Et en électricité, c'est pareil. À tension égale, plus l'intensité du courant est grande, plus le danger augmente. Un courant dans un fil fin peut être totalement inoffensif, mais un fort courant, comme dans des gros câbles, peut être très dangereux. Imaginons maintenant votre fleuve qui fait 200 mètres de large. Si, à un moment donné, vous réduisez la largeur de 200 mètres à 100 mètres, vous venez de créer une résistance au passage à l'eau. Et il y aura plus de pression à cet endroit-là. En électricité, c'est encore la même histoire. Si vous passez un fort courant dans un fil tout fin, c'est comme si vous rétrécissez le lit de la rivière, vous venez de créer une résistance. Les électrons, eux, doivent quand même passer, mais comme le chemin est plus étroit, cela ralentit le débit et provoque un échauffement du fil. C'est ce qu'on appelle des pertes par effet Joule. Une partie de l'énergie est transformée en chaleur au lieu d'arriver à destination. En conclusion, plus la résistance est faible, mieux le courant circule et moins il y a de pertes. Alors parfois c'est ce qu'on cherche à avoir. Par exemple, dans les grille-pains ou dans les radiateurs électriques où il y a plein d'autres applications, on cherche à créer cet effet Joule pour faire griller vos tartines de pain. En résumé, on vient de parler des 3 notions clés. La tension, la différence de potentiel, les fameux 230 volts entre votre phase et le neutre. On vient de parler du courant, l'intensité du courant, et on a également parlé de la résistance. Bienvenue dans l'électricité façon rivière. Et maintenant, si je vous parle de U égale R fois I. La fameuse loi d'Ohm. La tension U en volts, c'est la force qui pousse le courant. Le courant I, en ampères, c'est le débit, comme le volume d'eau qui circule dans une rivière. Et enfin, la résistance R en ohm, c'est ce qui va venir freiner le courant. Et la petite formule magique, U égale RI. Mais alors, comment faisons-nous pour produire de l'électricité? Alors, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo. Produire de l'électricité, c'est transformer une source d'énergie en énergie électrique. Imaginez la scène. À gauche, vous avez une magnifique bobine de fil. Là, dans cette vidéo-là, on parle de 100 000 spires, soit environ 2,5 km de fil de cuivre. Bien verni pour éviter que tout parte en court-circuit. Branché aux extrémités de la bobine, un voltmètre à zéro central guette, tel un radar, la moindre variation pour nous avertir. Maintenant, on prend un aimant et on commence à insérer le pôle nord dans la bobine. Hop, l'aiguille du voltmètre grimpe côté positif. Mais attention, elle bouge seulement quand on est en mouvement. Si l'aimant s'arrête, la tension retombe à zéro. Et si on retire l'aimant, cette fois, nous sommes en tension négative. Maintenant, on va refaire l'expérience avec le pôle sud. Et là, c'est la surprise. Les signes s'inversent. Le signe de la tension dépend de quel pôle de l'aimant on déplace et dans quel sens on le bouge. Le pôle nord entre dans la bobine, tension positive. Le pôle sud qui rentre, tension négative. Et si on inverse le mouvement, on retire l'aimant, les signes s'inversent. Et petit bonus, qui est en réalité un gros morceau de l'histoire, la vitesse du mouvement change tout. Et si on déplace l'aimant tout doucement, la variation du champ magnétique dans la bobine est faible. Ça veut dire que l'aiguille va bouger vraiment un tout petit peu. C'est comme si on poussait une balançoire du bout des doigts. Il ne va pas se passer grand-chose. En revanche, si on fait rentrer l'aimant très rapidement, la variation du champ magnétique est beaucoup plus brutale. Et là, l'aiguille du voltmètre s'emballe. La tension est bien plus grande. En bref, lentement, une petite tension. Rapidement, une grosse tension. Maintenant, ça marche de la même façon pour nos centrales électriques, mais forcément en beaucoup plus gros.
Alors comment ça marche? Pour ça, il faut transformer de l'eau en vapeur, qui entraîne une turbine. La turbine fait tourner l'aimant. L'aimant va tourner dans des bobines de cuivre. C'est ce qu'on va appeler un alternateur. En gros, l'alternateur transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Et si on parle d'alternateur, ça veut dire que c'est du courant alternatif. Il va osciller. Et pour chauffer l'eau, nous devons choisir un combustible. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire. On va utiliser du charbon, du gaz, du pétrole ou alors du nucléaire. C'est ce que nous allons appeler des centrales thermiques. Les centrales hydroélectriques, elles, dépendent de l'eau. L'eau qui descend va faire tourner une turbine. La turbine va faire tourner notre rotor. Le rotor va tourner dans notre stator. Donc l'eau va faire tourner notre alternateur. Pour les éoliennes, elles, ça marche de la même façon. Sauf que là, c'est le vent qui va faire tourner notre turbine. Les pales sont dirigées afin d'améliorer l'efficacité. Il y aura un multiplicateur, car oui, la vitesse est trop faible. En bref, ce sont des dynamos, comme sur un vélo. On va faire tourner l'alternateur 80-90 km/h maximum. C'est toujours l'histoire d'une rencontre. Vapeur, eau ou vent. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour créer l'électricité en elle-même? Pour ça, il nous faut un alternateur. Dans notre alternateur, on va retrouver un rotor, qui lui va venir tourner, il est rotatif, et un stator, qui lui va être statique. Le rotor, c'est la partie mobile, il bouge. Sur le rotor, il va y avoir des aimants permanents ou alors un électroaimant. En tournant, il va créer un champ magnétique tournant. Le stator, lui, il est fixe. Il contient des bobines de fil de cuivre. Quand le champ magnétique du rotor tourne, il induit un courant alternatif dans les bobines. C'est ce qu'on va appeler la loi de Faraday. Et donc pour synthétiser, une turbine est mise en rotation par de la vapeur, donc soit centrale à charbon, nucléaire, gaz, voire même vos déchets. Cette turbine peut être mise en mouvement par de l'eau ou par du vent. Et donc, quand la turbine tourne, le rotor tourne aussi. Le champ magnétique du rotor tourne autour du stator. Ce mouvement induit un courant électrique alternatif dans les bobines du stator. La tension de sortie d'une centrale nucléaire est à peu près de 20 000 volts. Ce courant est ensuite envoyé vers des transformateurs pour le réseau électrique en 225 000 voire 400 000 volts. Et donc pour réduire l'intensité qui va circuler dans nos câbles électriques, et donc limiter les pertes par effet Joule, il faut augmenter la tension. C'est pourquoi on utilise des lignes à haute tension. Il y a deux types de courants. Le courant continu, comme dans les piles ou dans les batteries ou dans votre téléphone, et le courant alternatif, comme dans les prises murales. Et là, les électrons vont alterner de sens entre 50 voire 60 fois par seconde. Dans ces cas-là, on parle de la fréquence. Et oui, en Europe, la fréquence est de 50 Hz. Mais dans d'autres pays dans le monde, la fréquence sera de 60 Hz. La fréquence de 50 Hz s'est imposée depuis le début du XXe siècle, sous l'influence de Siemens et de AEG. Ces choix venaient de considérations techniques liées aux moteurs industriels et aux générateurs. Ils se sont rapidement normalisés dans toute l'Europe, puis diffusés en Afrique et dans une grande partie de l'Asie. En Amérique, c'est l'approche de Nikola Tesla et de George Westinghouse, leur moteur fonctionnant de manière optimale à 60 Hz. Une fréquence qui réduisait ainsi le scintillement des lampes à incandescence. Par leur réseau de production et leur exportation, cette norme s'est étendue aux États-Unis, au Canada, puis à l'ensemble du continent américain, à l'exception de quelques pays influencés par l'Europe. Et voilà, si t'as compris tout ça, félicitations, tu maîtrises l'électricité. Enfin, au moins les bases. Et crois-moi, de comprendre ça, c'est déjà pas mal. Si t'as aimé, comme d'habitude, mets un pouce, abonne-toi, mets des commentaires, c'est important pour faire vivre la chaîne. Merci au campus de m'accorder à filmer dans cette salle de classe. C'était Monsieur Joe, et je vous dis à très vite.